L'air ne semble pas seulement froid ici, il semble lourd, comme s'il essayait d'écraser vos poumons. Vous vous tenez sur une plateforme en béton rouillé au bord du monde, regardant une colonne d'acier de près d'1 mille de long, rejeter de la vapeur dans le crépuscule gelé. Derrière vous, les lumières de la Russie européenne sont un souvenir qui s'efface, un scintillement de confort que vous quittez pour un voyage vers le grand inconnu. Devant vous s'étendent 13 millions de kilomètres carrés de silence. C'est un nom qui est devenu un synonyme d'exil, de souffrance et de la fin absolue de la route. Mais, et si tout ce que vous pensiez savoir sur cet endroit était faux? Et si la Sibérie n'était pas seulement un désert, mais un paradoxe massif et vivant? C'est une terre où le sol reste gelé pendant 10 000 ans. Pourtant, le soleil d'été peut cuire la terre jusqu'à ce que l'herbe devienne dorée. C'est un endroit où les gens vivent dans des maisons construites sur pilotis parce que la terre est littéralement faite de glace, et où une seule erreur dans la nature sauvage ne signifie pas seulement se perdre. Cela signifie devenir une partie permanente du paysage. Bienvenue à la porte d'entrée. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde qui ne suit pas les lois de la physique avec lesquelles vous avez grandi. Ici, l'eau se transforme en vapeur en un clin d'œil et le silence est si fort qu'il fait siffler vos oreilles. Si vous restez assez longtemps, le paysage commence à vous observer en retour et il n'aime pas toujours ce qu'il voit. La veine de fer dans le vide. Le voyage ne commence pas par un pas, mais par une vibration. Pour comprendre le colosse qu'est la Sibérie, il faut d'abord se soumettre au rythme de la veine de fer, le chemin de fer transsibérien. C'est la plus longue artère d'acier au monde, une cicatrice d'industrie s'étendant sur près de 6000 milles depuis les dômes en oignon de Moscou jusqu'aux vagues grises de l'océan Pacifique. Mais le considérer simplement comme un triomphe logistique est une erreur. C'est une expérience psychologique menée à l'échelle continentale. Le voyageur est enfermé dans un tube métallique vibrant pendant 7 jours implacables. Le train fend 8 fuseaux horaires distincts, brisant le rythme circadien du corps jusqu'à ce que le concept de matin et de nuit se dissolve dans un crépuscule gris et perpétuel. Le soleil se lève et se couche sur la même canopée infinie de bouleaux et de pain, jour après jour, jusqu'à ce que le mardi ou le jeudi spécifique soit perdu dans le vide. C'est le pouls du continent, un vrombissement rythmique qui imite un battement de cœur. À l'intérieur des voitures, l'atmosphère est épaisse, lourde de l'odeur de la fumée de charbon bitumineux, du goût piquant du thé noir fort infusant dans le samovar, et de la chaleur intime et humide d'étrangers partageant un espace confiné. Ici, au milieu du cliquetis des portes verts athées et du murmure du cyrillique, le voyageur est serré dans une cabine, avec des âmes qui ont habité ce vide toute leur vie. Ils ne perçoivent pas le danger qui rôde derrière la double vitre. Pour eux, le vide n'est pas un abîme, c'est un salon. Alors que les roues de fer cliquettent à travers les monts Oural, la ceinture de pierre qui serre la taille de la Russie, le voyage laisse officiellement la logique de l'Europe derrière lui. Les panneaux changent d'écriture, les visages changent de structure. Le train descend dans la taïga. C'est la plus grande forêt de la Terre, un océan vert de pins, de sapins et de mélèzes de Sibérie qui engloutit la majorité de l'hémisphère nord. C'est une entité biologique si vaste que si l'on devait débarquer à une halte anonyme et marcher dans la lisière des arbres, on pourrait errer pendant des décennies sans jamais rencontrer une autre ombre humaine. C'est le royaume du tigre de l'amour au sud, traquant à travers les feuilles de chêne, et du renne au nord, grattant le lichen. C'est un endroit où la canopée est si dense qu'elle étrangle la lumière, créant une obscurité permanente et moussue sur le sol de la forêt. La taïga n'est pas seulement du bois et des aiguilles, c'est un musée vivant, un coffre-fort de silence, caché dans ces fourrés sans fin, se trouvent les Evanks, les chasseurs indigènes qui survivent ici depuis l'âge de pierre, bien avant le couronnement du premier tsar. Ils parlent à la forêt dans une langue de chuchotement et de fumée. Ils croient que chaque mélèze tordue a un esprit et que chaque rivière impétueuse possède une mémoire. Pour les Evanks, la Sibérie n'est pas un territoire à conquérir ou à cartographier. C'est un parent à respecter et à craindre. Mais pour l'Empire russe et plus tard l'Union soviétique, cette forêt était un entrepôt. C'était un endroit pour cacher des ressources, or, diamants, bois, et un endroit pour cacher des gens.
Les arbres y ont été témoins de la marche de millions de personnes qui ont été envoyées dans l'obscurité verte et ne sont jamais revenues. Après des jours de rien d'autre que le scintillement hypnotique des arbres, l'horizon se fracture enfin, révélant la silhouette d'Irkoutsk. On l'appelle le Paris de la Sibérie. Mais ce surnom porte un poids mélancolique que le vrai Paris ne pourrait jamais comprendre. Marcher dans les rues d'Irkoutsk, c'est marcher dans un cimetière d'élégance impériale. La ville est réputée pour sa dentelle de bois, des milliers de maisons du 19e siècle sculptées de motifs complexes et délicats qui ressemblent au travail d'un bijoutier plutôt qu'à celui d'un charpentier. Mais pourquoi une telle culture existe-t-elle au milieu d'une nature sauvage gelée ? La réponse réside dans la grande tragédie de 1825. Un groupe d'aristocrates et d'officiers militaires russes, les décembristes, a tenté de renverser le tsar à Saint-Pétersbourg. Ils ont échoué. Dans n'importe quelle autre nation, ils auraient fait face au peloton d'exécution. Mais le tsar a conçu une punition plus sibérienne. Il les a dépouillés de leurs titres, de leurs richesses et de leur humanité et les a fait marcher vers l'Est. Leurs femmes, les filles de haute naissance des cours, ont abandonné leur palais et leurs bijoux pour suivre leur mari dans la neige. Elles n'ont pas seulement survécu à l'exil, elles l'ont transformé. Elles ont construit des manoirs dans la boue. Elles ont fondé des écoles, des théâtres et des bibliothèques, apportant des pianos à queue et des caisses de vin français dans une terre où les hommes combattaient encore les loups avec des lances aiguisées. Irkoutsk est devenu un monument à la défiance de l'esprit humain, un endroit où ceux condamnés à périr dans le froid ont décidé de construire un chef-d'œuvre à la place. Pourtant, alors que l'œil inspecte ces maisons en bois aujourd'hui, un détail troublant émerge. Beaucoup d'entre elles s'enfoncent. Les cadres de fenêtres ornées se trouvent au niveau des genoux par rapport au trottoir. Les lourdes portes en chêne sont inclinées et coincées. C'est le souffle du père Gélisol. Le sol ici n'est pas de la terre solide, c'est un mélange de terre et de glace ancienne. À mesure que la planète se réchauffe, la glace sous la ville fond et la terre se transforme en un marécage au ralenti, une bouillie qui avale l'histoire des décembristes pouce par pouce. Irkoutsk est une ville qui est littéralement mangée par le sol sur lequel elle se tient, une lente digestion de l'histoire par la terre elle-même. Le voyage laisse la dentelle s'enfonçant d'Irkoutsk derrière lui, poussant à 60 milles au sud, vers le bord de la mer Sacrée. L'air change instantanément. Il devient plus vif, plus tranchant, sentant l'ozone, l'eau profonde et la pierre concassée. Et alors, la vision le révèle. Le lac Baïkal. L'appeler un lac est une insulte. Les habitants l'appellent la mer et la géologie est d'accord. Le Baïkal est un miracle de failles et de rifts. C'est le plus vieux lac du monde, formé il y a 25 millions d'années, dans une cicatrice où la croûte terrestre s'écarte lentement, s'élargissant de 2 cm chaque année. C'est la blessure la plus profonde à la surface de la planète. Si l'on prenait tous les grands lacs d'Amérique du Nord, Supérieur, Michigan, Huron, Erie et Ontario, et qu'on les versait dans le Baïkal, il ne parviendrait toujours pas à remplir le bassin. Il contient 20% de l'eau douce liquide du monde. Un verre d'eau sur 5 sur Terre se trouve ici même, dans cette unique cuvette abyssale. Mais le Baïkal n'est pas seulement un réservoir. C'est une métropole de cristal. En hiver, l'eau gèle en une couche de glace si claire qu'elle défie la capacité du cerveau à traiter la profondeur. On peut se tenir sur une couche de glace de 5 pieds d'épaisseur et regarder à 130 pieds dans l'obscurité d'obsidienne en dessous. On a l'impression de marcher sur l'air, une suspension au-dessus du vide. Suspendues dans ce verre se trouvent les perles de méthane, des bulles de gaz anciens remontant des sédiments profonds, piégés dans le gel, comme des colliers de bijoux extraterrestres. Des fissures parcourent la surface comme des éclairs gelés, s'étendant sur des milles, esquissant une carte de stress et de relâchement. La glace n'est pas silencieuse, elle possède une voix. Parce que le lac est si massif, la glace est dans un état constant de glissement tectonique. Elle gémit, elle hurle avec le ton d'un animal mourant. Elle gronde avec la résonance d'un coup de canon, un son qui vibre dans la poitrine du voyageur. Les habitants avertissent que si le lac devient silencieux, c'est là que la peur doit s'installer. Le discours de la glace signifie qu'elle respire, s'ajuste,
Si elle s'arrête, la pression s'accumule pour un éclatement massif et catastrophique. Un aéroglisseur transporte le voyage à travers la surface jusqu'à Listvianka, un village qui se fait passer pour le Disneyland de la Sibérie. Ici, les touristes consomment de l'omule, un poisson blanc qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'univers, fumé sur du pain local. C'est un lieu de transition où le monde moderne tente de monétiser l'abîme ancien. Mais à mesure que l'engin s'éloigne de la rive, la façade disparaît. On réalise alors que le voyageur flotte au-dessus d'une tranchée d'1 mille de profondeur qui pourrait engloutir les plus hauts gratte-ciel de New York sans laisser une ride à la surface. Le chemin mène plus profondément dans le lac vers l'île d'Olkhon, le cœur spirituel du Nord. Si le Baïkal est le corps de la Sibérie, Olkhon est son âme. Cette île est un paysage de contradictions violentes. D'un côté, des falaises imposantes de marbre rouge plongent dans l'eau. De l'autre, des dunes de sable ondulent comme un fragment du Sahara transplanté dans la glace. C'est l'une des coordonnées les plus sacrées d'Asie, le Vatican du chamanisme bouriate. Le voyageur s'approche du cap Bourkan, connu sous le nom de rocher des chamans. C'est un double pic déchiqueté de calcaire dolomitique s'élevant hors de l'eau bleue. Le peuple bouriate croit que le seigneur du lac réside à l'intérieur d'une grotte dans ce rocher. Pendant des siècles, le sabot d'un cheval était interdit d'y fouler le sol, et les femmes n'avaient pas le droit d'approcher, de peur que leur présence ne perturbe les énergies endormies. Même à l'ère moderne, les 13 piliers de Serge montent la garde. Des poteaux en bois enveloppés de rubans colorés de bleu, jaune et blanc. Chaque ruban représente une prière, un pacte scellé entre un désir humain et le monde invisible. Le vent sur Olkhon est une entité distincte. Les habitants ont nommé les vents comme s'ils étaient des dieux. Le sarma, le bargouzine, le koulouk, le sarma et le monstre. Il peut tomber de la chaîne de montagnes Primorsky sans avertissement, accélérant à travers la vallée pour atteindre des vitesses de 100 milles par heure, retournant les bateaux et transformant la glace calme en un mur chaotique d'eau blanche et d'éclats. Se tenant près des piliers de Serge, avec les rubans claquant comme des fouets dans la tempête, une lourdeur magnétique pèse. Les boussoles tournent sans but, les caméras buggent et tombent en panne. Les habitants n'attribuent pas cela à des anomalies magnétiques, ils appellent cela le pouvoir. Ils croient que Olkhon est un portail, un endroit où le voile entre le monde éveillé et le monde des esprits est aminci. Le voyageur se tient au centre d'une carte spirituelle qui existait bien avant que le concept de Russie ne soit né. Alors que le soleil se couche sur Olkhon, peignant la glace de nuances meurtries de violet et d'or, le piège invisible de cette terre devient apparent. La terre attire l'œil avec une beauté qui semble extraterrestre. Elle donne aux voyageurs l'impression d'être un explorateur à l'aube d'une grande découverte. Mais la beauté est un masque pour une efficacité brutale. Le froid n'est pas seulement une température, c'est un prédateur. Il attend que les gants soient retirés pendant 5 minutes. Il attend que la confiance soit placée dans une glace trop mince. Il attend l'arrogance de la croyance que l'humanité est le maître de ce paysage. Nous avons été témoins de la mer sacrée et du Paris de l'exil, mais la surface n'a été qu'effleurée. La boussole pointe vers le nord, où l'histoire s'assombrit. Devant nous se trouve le royaume du père Gélisol. Le voyage se déplace vers une ville où le brouillard de glace peut aveugler l'œil, vers un trou dans la terre si grand qu'il génère son propre système météorologique, et vers les ruines d'une forêt noire où les arbres sont morts debout. La glace regarde. Le transsibérien était le prélude. Maintenant vient la fugue. Alors que le mouvement se déplace vers le nord dans le royaume du père Gélisol, le paysage cesse d'être une destination et se transforme en une entité hostile. La conception commune du père Gélisol est de la terre gelée. C'est un euphémisme dangereux. En Sibérie septentrionale, le père Gélisol est une couche de glace, de sol et de roches qui atteint près d'1 mille de profondeur dans la croûte terrestre. C'est un coffre-fort biologique qui a été hermétiquement scellé pendant plus de 30 000 ans. C'est un monde où le temps ne ralentit pas seulement, il s'arrête entièrement. En descendant de l'avion à Yakoutsk, on réalise que la voûte commence à se fissurer. L'air ne mord pas seulement, il traque. Le voyageur n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Ici, la température est le super prédateur. Pour échapper à la fumée industrielle des villes, le chemin retourne à la nature sauvage et aux sentinelles de pierre. Le voyage se déplace vers les rives de la rivière Lena,
un serpent d'eau qui rivalise avec l'Amazone en puissance. En hiver, la Léna devient une autoroute gelée. Des camions pesant 20 tonnes conduisent sur la glace comme s'il s'agissait de béton armé. Mais à mesure que la rivière serpente vers le nord, les sentinelles apparaissent. Ce sont les piliers de la Léna, s'élevant à près de 650 pieds directement hors de l'eau. Ces formations rocheuses ressemblent à une forêt pétrifiée de géants. Elles ont 500 millions d'années. Elles ont été formées lorsque la Terre était une planète complètement différente, une mer chaude et peu profonde. Elles ont monté la garde ici pendant que des empires s'élevaient et disparaissaient en poussière. Se tenant à la base de ces piliers, une insignifiance primitive envahit l'observateur. Ce ne sont pas seulement des rochers, ce sont des chroniques. Ils renferment les fossiles de créatures anciennes, des trilobites et des archéocyatidés, qui ont vécu et sont mortes avant que le premier dinosaure ne respire. En été, l'ascension vers le sommet révèle une vue qui est vraiment extraterrestre. L'immensité de la République de Sakha s'étend jusqu'à l'horizon, une étendue infinie de vert et de bleu sans route, sans lignes électriques et sans signe d'interférence humaine. C'est la vraie Sibérie. C'est un endroit qui n'a pas besoin de nous. Il était là bien avant notre arrivée et il restera bien après que nos villes auront succombé à la pourriture. Les piliers de la Léna sont les gardiens du silence, rappelant aux voyageurs que si nous pouvons creuser des trous dans le sol et construire des villes sur pilotis, nous ne sommes que des invités dans une maison qui ne nous appartient pas. Mais alors que cette partie du voyage se termine, le grand dégel doit être abordé, le pergélisol fond. Ces dernières années, de grands cratères ont commencé à apparaître dans la toundra sibérienne, des gueules béantes comme le cratère de Batagaïka. Ils ne sont pas causés par des météores. Ils sont causés par des explosions de méthane. À mesure que la glace ancienne dégèle, la matière organique qui a été gelée pendant des millénaires commence à pourrir, libérant du gaz qui s'accumule jusqu'à ce que le sol explose littéralement de l'intérieur. Les scientifiques fouillent la boue, trouvant des géants gelés. Des mammouths laineux sont tirés de la vase, si parfaitement préservés qu'ils ont encore de l'herbe des steppes dans l'estomac et du sang liquide dans leurs veines. C'est comme si une capsule temporelle était forcée de s'ouvrir par la chaleur. Mais il n'y a pas que des mammouths, des virus et des bactéries anciens, des spores de charbon et des virus géants comme le pitovirus, dont certains n'ont pas vu la lumière du jour depuis 50 000 ans, sont réanimés. La fonte du pergélisol est une catastrophe au ralenti. Elle déplace les fondations d'Yakoutsk. Elle fissure les pipelines de Norilsk. C'est un rappel que le piège de la Sibérie est en train de changer. La Terre ne retient plus seulement ses secrets, elle les libère. Nous avons vu les villes les plus froides et les cicatrices les plus profondes. Nous avons vu comment les humains ont essayé de conquérir la glace avec le fer et le feu. Mais la Sibérie est plus que l'industrie et le froid. Elle a une âme qui est plus profonde que n'importe quelle mine de diamants. Nous avons voyagé à travers les artères de fer et ressenti le froid qui brise les os, mais maintenant le mouvement se tourne vers l'ultime frontière de l'esprit. Nous avons vu ce qui arrive quand les humains essaient de briser la Sibérie avec des machines et du feu, mais alors que le cap s'oriente vers les frontières sud et le cœur le plus profond de la nature sauvage, les machines se taisent. C'est là que les cartes commencent à échouer. C'est là que le monde physique commence à se brouiller en quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus primitif. Le voyageur entre dans l'âme de la taïga. Jusqu'à présent, le voyage portait sur la survie, empêcher la peau de geler sur le métal, empêcher le moteur de mourir, garder les yeux ouverts dans le brouillard de glace. Mais dans cette dernière étape, le défi change. Il ne s'agit plus de savoir si l'on peut survivre à l'environnement, il s'agit de savoir si l'on peut le comprendre. La destination est les montagnes de l'Altaï, les temples bouddhistes de Buriatie, et un plateau si éloigné qu'il rend la Lune accessible. La Sibérie n'est pas seulement un endroit où l'on envoyait des gens pour disparaître, c'est un endroit où, si l'on regarde d'assez près, on pourrait réellement trouver ce qui était perdu. Mais soyez avertis, plus l'esprit s'enfonce dans cette terre, plus il est difficile de partir. Le paysage ne regarde plus seulement, il invite l'âme à rester pour toujours. Le voyage vers le sud
mène à l'Altaï, le mirage lunaire du sud. Si l'on s'attendait à une toundra blanche et plate, l'horizon offre un choc. Soudain, la terre se courbe et se soulève. Des pics massifs et déchiquetés de granit et d'ardoise déchirent les nuages. Ce sont les montagnes de l'Altaï, souvent appelées les montagnes dorées. Quand le soleil frappe ces pics à l'aube, ils ne font pas que briller. Ils ont l'air d'être faits de minerais en fusion. Le véhicule trouve l'autoroute de la Chuya, National Geographic, appelle cela l'une des 10 plus belles routes de la Terre. Mais « belle » est un mot qui semble trop petit ici. Alors que la route continue, le vert luxuriant et sombre de la forêt de cèdre de Sibérie commence à s'effacer. L'air devient sec, rare et électrisé. En 1 heure, la forêt a disparu, remplacée par la steppe de la Chuya. Soudain, le contexte de la Russie s'évapore. Le contexte de la terre vacille. Le paysage se transforme en une étendue jaune, orange et rouge profond qui ressemble exactement à un décor lunaire ou à une vision de Mars. La terre est craquelée et ancienne. C'est une géographie sacrée. Le peuple de l'Altaï, les nomades indigènes de ces hauts plateaux, croient que ces montagnes sont le centre de l'univers. Ils ne voient pas de roches et de terre. Ils voient les Altaï-Ezi, les esprits maîtres des sommets. La voiture s'arrête près d'un champ de pétroglyphes anciens. Une main parcourt une pierre qui a été sculptée il y a 5000 ans par un chasseur nomade. Les yeux voient fait des images de cerfs avec des bois comme des branches d'arbres, de chasseurs avec des arcs et d'étranges symboles célestes. Ce ne sont pas seulement des gribouillis, ce sont des contrats avec la terre. Les gens qui vivaient ici comprenaient un secret que le monde moderne a oublié. Nous ne possédons pas l'Altaï. L'Altaï nous possède. Il y a une anomalie magnétique ici qui fait battre la tête. C'est un lieu de pouvoir qui a attiré les chamans pendant des millénaires. Des ovus apparaissent, des pyramides de pierre empilées par les voyageurs. On est censé ajouter une pierre et en faire le tour 3 fois pour demander la permission de passer. Si cela est ignoré, les habitants disent que la montagne se fermera. En Sibérie, quand une montagne se ferme, les gens cessent simplement d'être retrouvés. En regardant la steppe, la brume de chaleur impressionniste scintille sur les roches rouges. Cela ressemble à un mirage, mais c'est un avertissement. C'est une terre d'extrême dualité. En été, la chaleur peut brûler la peau. En hiver, les vents sont si féroces qu'ils peuvent décaper la peinture d'un véhicule. C'est un beau piège, un endroit qui attire l'esprit avec ses couleurs et l'isole ensuite avec son échelle. De la veine de fer à l'abîme de cristal, du pergélisol pleurant aux rochers brûlants de l'Altaï, le chant de la Sibérie est un hymne à l'endurance. C'est un témoignage de l'indifférence de la nature et de l'entêtement de la vie. La glace crée et la glace détruit. Le silence de la taïga n'est pas vide. Il est plein de réponses à des questions que nous avons oublié comment poser. Le voyage ne se termine pas par une conquête, mais par une reddition. La terre demeure, éternelle et impitoyable, une page blanche sur laquelle l'humanité écrit ses histoires fugaces avec une encre qui disparaît. L'empire du soleil gelé. Bienvenue à la vitesse terminale du thermomètre, à la latitude où la carte frissonne et s'enroule, et où la logique du soleil semble contenir un bug. Vous vous tenez à Yakoutsk, la ville qui est une erreur dans les mathématiques chaleureuses du monde vivant. Ici, au zéro absolu de l'entêtement humain, dans les profondeurs d'un mois de janvier qui ressemble moins à un mois qu'à une époque géologique de glace, le mercure capitule. Il chute au-delà du gel compréhensible jusqu'à moins 58 degrés Fahrenheit, un point où la physique de la planète commence à se briser. À cette température, l'air n'est pas quelque chose que l'on respire, c'est quelque chose avec lequel on négocie. Il devient une chose solide, un mur d'aiguille pénétrant dans les poumons, obligeant le monde à subir une trahison chimique. La première chose qui vous frappe est le brouillard de glace. Ne confondez pas cela avec le romantisme des pavés de Londres ou la douce étreinte des matins de San Francisco. Il s'agit d'un linceul gris et épais composé de gaz d'échappement gelé, le résidu fantôme du diesel et du sans-plomb mélangé à l'expiration collective de 300 000 âmes. C'est le souffle d'une ville qui lutte pour respirer.
assez dense pour engloutir le soleil de midi et transformer le ciel en une ecchymose de crépuscule qui ne guérit jamais. Vous vous tenez à une intersection majeure où les feux de signalisation sont des étoiles floues, incapables de voir les phares d'un camion avant que la calandre ne soit à 5 pieds de votre poitrine, un monstre émergeant du vide blanc, rugissant, avec une gorge pleine d'huile gelée. Le brouillard est un prédateur, une présence fantomatique qui vous traque, s'agrippant à la chaleur de votre visage, trouvant l'humidité sur vos cils et les transformant en verre, collant vos yeux fermés par le poids de vos propres clignements. Vous tâtonnez pour votre technologie, votre bouée de sauvetage vers le monde chaud, en sortant un smartphone qui est un miracle de silicium et de lithium, mais ici, c'est une pierre morte. Il meurt en 60 secondes. Les cristaux liquides de l'écran se figent, paralysés, et la batterie, conçue pour la poche d'un Californien, capitule simplement car les électrons refusent de circuler. C'est un arrêt cardiaque total de l'ère numérique. Que Dieu vous vienne en aide si vous portez la mauvaise armure, si vous avez commis l'erreur critique de porter des montures métalliques sur votre nez, le froid les soudera à votre peau instantanément. Cela crée un lien de givre qui brûle comme le feu, et essayer de les retirer emportera la chair avec, entraînant un voyage à l'hôpital dans une ville où la douleur est la base. Tout ici est un calcul mortel. Chaque pas est un pari contre la thermodynamique de la mort. Marchant péniblement dans la neige qui grince, qui ne sonne pas comme de la poudreuse douce, mais comme du polystyrène broyé en raison de la signature acoustique d'une température si basse que la friction change, vous vous dirigez vers le marché aux poissons local. La vue est une peinture surréaliste ayant pris vie. Il n'y a pas de réfrigérateur qui bourdonne ici. Pourquoi y en aurait-il? L'atmosphère est un congélateur plus puissant que n'importe quel appareil. La ville elle-même est l'appareil. D'énormes tiges de stroganina, le corégone gelé de la rivière, se tiennent debout dans des caisses en bois comme des planches de bois dans une quincaillerie. Elles sont raides, pétrifiées, leurs yeux ouverts et embrumés de givre. Ce ne sont plus de la nourriture, ce sont des artefacts du froid. Les vendeurs restent dehors pendant 8 heures par jour, monolithes, enveloppés dans des couches de fourrure de renne et de laine compressées si épaisses qu'ils perdent la forme humaine, devenant des tours de textile et de peau. Regardez-les de près, ils ne frissonnent pas. Le frisson est la panique du corps, et la panique gaspille de l'énergie. Ils ont appris à exister dans un état d'hibernation mouvante, une transe métabolique où le sang ralentit mais ne s'arrête pas, leurs yeux scannant la brume grise en tant que gardiens de la protéine, statue du givre. Mais la partie la plus hantante d'Yakoutsk n'est pas l'air, mais l'encre. Regardez les pieds de la ville, et vous verrez la terreur de la fondation. Vous ne verrez pas un seul bâtiment qui ose toucher la terre. Chaque bloc d'appartements, chaque école et chaque bureau gouvernemental est perché sur d'énormes pilotis en béton à 12 pieds dans les airs. La ville plane parce que sous le béton, le sol est un mensonge. C'est le pergélisol, le géant endormi de l'ère carbonifère. Si ces bâtiments chauffés touchaient le sol, la chaleur de leurs radiateurs s'infiltrerait dans le sol, faisant pleurer le pergélisol et le transformant en une soupe boueuse. Les bâtiments s'effondreraient et périraient, s'enfonçant dans l'abîme de leur propre chaleur. Yakoutsk est une ville sur béquille, une métropole planante terrifiée par le sol même sur lequel elle se tient, exécutant un acte d'équilibre délicat entre la chaleur des vivants et le tempérament gelé éternel de la terre morte. Dans ce silence, il y a un son constant, un bourdonnement à basse fréquence vibrant dans les dents. Dans cette ville, les moteurs ne dorment jamais. Cela ressemble à une ruche géante d'abeilles mécaniques, le ralenti collectif du support de vie sibérien. D'octobre à avril, l'allumage est un interrupteur interdit. Personne n'éteint sa voiture. Si vous coupez le moteur pendant plus de 30 minutes, l'entropie prend le dessus. L'huile se transforme en une gelée noire épaisse comme du goudron, les pneus gèlent en carrés à fond plat qui ne rouleront pas et le métal devient aussi fragile que le verre, se brisant à l'impact. Les tuyaux d'échappement crachent des nuages blancs, jour et nuit, nourrissant le brouillard. Si votre voiture meurt sur une route isolée à l'extérieur des limites de la ville, sur l'autoroute de la Kolyma ou à la traversée de la rivière Lena, vous n'appelez pas une dépanneuse, vous appelez les secours.
Vous vous préparez à brûler la sellerie pour vous chauffer car, dans cet environnement, une défaillance mécanique n'est pas un inconvénient. C'est une tragédie en attente, une sentence écrite dans la glace. Vous rencontrez un conducteur local, un homme nommé Ivan, avec des mains comme du cuir qui explique le code du Nord. Si vous voyez une voiture arrêtée sur le bord de la route en Sibérie, vous devez vous arrêter. Ce n'est pas une suggestion polie, c'est la loi de la survie. Passer devant un voyageur en détresse sans prendre de ses nouvelles est considéré comme une trahison de l'espèce, un meurtre par omission. Dans une terre où la nature essaie d'éteindre l'étincelle, les humains sont la seule chaleur qui reste les uns pour les autres. Mais même les machines ont peur ici. Ivan vous montre sa camionnette, un véhicule qui a été sibérianisé. C'est un cyborg de feutre et d'acier, avec des fenêtres à double vitrage, emprisonnant l'air pour arrêter le givre, et tout le châssis enveloppé dans de lourdes couvertures et des bâches, une couche pour la transmission, un manteau pour le différentiel. Ce n'est pas un véhicule, c'est une capsule de survie mobile, un vaisseau pressurisé naviguant dans le vide. Conduire ici, c'est comme piloter un vaisseau spatial à la surface de Pluton. Un mauvais virage, une plaque de glace noire cachée sous la congère, et vous devenez un monument permanent au froid. Quittant l'étreinte suffocante du brouillard d'Yakoutsk, l'avion décolle de la piste construite sur la glace et vole vers l'ouest, vers la blessure du monde, Mirny. Alors que les nuages s'écartent et que le tapis blanc se dissout, votre estomac tombe dans vos chaussures. Vous voyez la cicatrice. La mine de diamants de Mir est un trou dans la terre si colossal qu'il défie la capacité du cerveau à en rendre l'échelle, créant un vertige par sa simple existence sur la carte. Elle fait plus de 1600 pieds de profondeur et plus d'un demi-mille de large, un escalier en colimaçon foré au cœur de la planète. Depuis les airs, elle ressemble à un drain vers le centre du monde, ou à l'œil d'un dieu de pierre fixant l'espace. C'était le plus grand coffre au trésor de l'Union soviétique, l'épicentre de la cupidité cristallographique. Pendant la guerre froide, ils ont extrait des milliards de dollars de diamants de cette fosse gelée, tamisant le carbone brillant de la Terre. Mais la mine a une physique plus sombre, une gravité qui lui est propre. En raison de sa taille et de sa profondeur immense, elle a créé son propre système météorologique, un microclimat du vide. La différence de température entre les entrailles chaudes de la fosse et l'air glacial de la surface crée des courants descendants puissants et invisibles. C'est un aspirateur pour le ciel et une zone d'exclusion aérienne strictement appliquée pour les hélicoptères, non pas à cause de secrets, mais à cause de la physique. Plusieurs aéronefs ont été littéralement aspirés du ciel, saisis par la main invisible du vortex et fracassés contre les parois en terrasse. C'est un abîme artificiel qui refuse de laisser quoi que ce soit échapper à sa gravité. Se tenant sur le bord du rebord, regardant vers le bas la route en spirale que les camions mettent 2 heures à descendre, on a l'impression de regarder un volcan mort. Il n'y a pas de magma ici, seulement le souvenir froid de la pression. La mine représente l'extraction brutale de la Sibérie. La Terre ne voulait pas céder ses diamants. Le sol s'est défendu. Pour les obtenir, les ingénieurs ont déclaré la guerre à la géologie, utilisant des moteurs d'avion montés sur des camions pour faire fondre le pergélisol et de la dynamite pour briser la roche plus dure que le béton. La mine de Mir est une cicatrice qui ne guérira jamais. Un témoignage permanent de ce que nous ferons pour des choses brillantes, laissant un cratère qui ressemble à l'empreinte d'un géant qui a trébuché. Si Yakoutsk est la ville du brouillard de glace et Mirny la ville de l'abîme, notre prochain arrêt est la ville des ombres, le royaume des métaux lourds. Vous voyagez plus au nord, traversant la ligne invisible au-dessus du cercle polaire arctique jusqu'à Norilsk. Il n'y a pas de route vers Norilsk. L'asphalte abandonne simplement à des centaines de milles de distance. Vous ne pouvez pas conduire ici depuis Moscou ou Yakoutsk. Vous êtes coupé du continent, arrivant seulement par avion, luttant contre les vents de travers ou, pendant le court dégel estival, étouffé par les moustiques, par un bateau lent à travers le clapotis gris de l'océan Arctique. C'est la ville la plus isolée de la Terre, une île de béton dans une mer de toundra. Norilsk est une ville construite sur une base de nickel et de cuivre, un tableau périodique de richesse et de poison. Elle produit un pourcentage énorme du palladium mondial, le métal de votre pot catalytique et de votre smartphone. Mais le coût est une facture payée en souffle.
En descendant, vous voyez les squelettes de la forêt. À des milles à la ronde de la ville, la taïga est morte. Les arbres sont gris, sans feuilles, dressés comme des allumettes brûlées, asphyxiés par des décennies de dioxyde de soufre. Ils sont une forêt pétrifiée de l'ère industrielle. Les usines de fusion recrachent un panache constant de fumée lourde, un dragon qui ne dort jamais. L'air à Norilsk n'a pas un goût d'air, il a un goût de métal, comme si l'on suçait une pièce de monnaie, comme le soufre et les allumettes. La pollution est si intense et chimiquement complexe que la neige oublie parfois d'être blanche, devenant noire de suie ou d'un rouge vif, une neige sanglante pour une ville qui saigne. C'est un monde monochrome, une photographie à haut contraste où les bâtiments sont peints en jaune vif, en rose violent et en bleu profond. Ce n'est pas pour l'esthétique, c'est un mécanisme de défense psychologique, une tentative désespérée de combattre la grisaille qui ronge l'esprit. Sans ces couleurs, le cerveau commence à se fracturer sous le poids de la nuit polaire. Ici, pendant 45 jours consécutifs, le soleil ne se lève pas. C'est l'obscurité longue, le midi qui ressemble à minuit, où le rythme circadien se dissout et les résidents marchent dans un état crépusculaire, luttant contre l'hystérie polaire. Norilsk cache un secret encore plus profond dans ses os de béton. Cette ville n'a pas été seulement construite, elle a été extraite de la souffrance humaine. Elle a commencé sous le nom de Norillag, le joyau de la couronne du système du goulag. Des dizaines de milliers de prisonniers ont été envoyés ici pour exploiter la roche dans des conditions qui défient toute description, travaillant par moins 58 degrés avec des outils à main, des pioches se balançant contre la terre gelée, le tissu pulmonaire gelant, les doigts cassants. La ville est littéralement bâtie sur des os. Sous chaque fondation, sous l'usine de cuivre, sous le théâtre, gisent les architectes anonymes de cet enfer glacé. Aujourd'hui, les résidents sont fiers, possédant une fierté féroce de survie. Ils se voient donc comme des guerriers de l'Arctique, une race à part, se référant au reste de la Russie comme le continent, comme s'ils vivaient sur une planète différente. Ils gagnent des salaires plus élevés que n'importe qui d'autre, mais ils le paient avec leur biologie. L'espérance de vie chute ici. Les maladies respiratoires sont le voisin que tout le monde connaît. C'est une ville fermée où les étrangers ont besoin d'une autorisation spéciale pour entrer, un vestige des villes secrètes de l'ère nucléaire. C'est un lieu de prospérité hostile, où le rouble est fort, mais l'air est faible. Marchant dans les rues, protégeant votre visage du vent acide, vous réalisez que Norilsk est un tube à essai, une expérience grandiose et cruelle pour voir si des êtres humains peuvent vivre dans une bulle technologique dans un endroit qui n'a jamais été destiné à la vie. Et pourtant, il y a une beauté dans la brutalité, une beauté terrifiante et sublime. Quand le brouillard de glace se lève à Yakoutsk, le ciel est un dôme de cristal. Quand le soleil frappe la vapeur gelée, vous entendez le chuchotement des étoiles, un doux bruissement du souffle se transformant instantanément en cristaux de glace et tombant au sol comme de la poussière de diamant. Dans le silence de la mine de Myrny, vous ressentez l'âge de la Terre, les milliards d'années de pression qui ont fabriqué les joyaux. Dans l'obscurité de Norilsk, l'aurore boréale danse, des rubans verts et violets, ignorant les cheminées d'usines, un spectacle de lumière cosmique sur le cimetière industriel. Des gens vivent ici, ils tombent amoureux ici, ils élèvent que des enfants qui apprennent à s'envelopper le visage avant d'apprendre à marcher, ils boivent de la vodka pour brûler le froid, mangent du poisson cru gelé pour garder le sang épais et laissent les moteurs tourner, toujours tourner. Parce que s'arrêter, c'est mourir. C'est le bord du monde, là où la carte s'arrête et où la glace commence, là où la civilisation est une mince couche d'isolation sur une planète qui est indifférente à notre présence. Yakoutsk, Myrny, Norilsk, la trinité du gel, les monuments à l'entêtement humain. Nous nous tenons sur les pilotis, planant au-dessus du pergélisol qui fond, regardant la neige noire tomber, attendant que le soleil se souvienne de nous, et écoutant le bourdonnement du moteur, le seul battement de cœur qui compte dans le silence blanc. Le froid ne pardonne pas, et il n'oublie pas. Il attend seulement. Et nous attendons avec lui, vivant dans le congélateur, brûlant les os de dinosaures pour rester au chaud, dans la ville qui ne devrait pas exister, mais qui existe,
parce que nous refusons de partir. Les sentinelles de pierre et l'âme de la taïga. Vous laissez derrière vous les cieux étouffés par le soufre de Norilsk, et avec eux, l'illusion que l'humanité a dompté ce monde. Le goût du nickel et du charbon brûlant, ce goût âcre et métallique de la conquête industrielle, s'efface de votre langue pour être seulement remplacé par un froid si absolu qu'il ressemble moins à une température qu'à un poids physique pressant contre la poitrine. Vous fuyez les cicatrices industrielles, les plaies ouvertes de la terre, où l'homme a griffé pour obtenir du cuivre et du palladium, déchirant la toundra pour nourrir les fourneaux du sud. Vous retournez à l'état sauvage, vers les sentinelles de pierre qui regardent en silence, entamant un pèlerinage à travers la masse terrestre la plus grande et la plus froide de la Terre. Vous voyagez vers l'est et le sud, attirés par la force magnétique des grandes artères de la Sibérie, jusqu'à ce que la taïga s'ouvre et que vous vous teniez sur les rives de la rivière Lena. L'appeler une rivière est un échec du langage. C'est un continent en mouvement, l'une des forces hydrologiques les plus longues et les plus puissantes de la planète, drainant un bassin versant de la taille de l'Inde dans l'océan Arctique. Mais ici, au plus profond de l'hiver yakoute, l'eau a cessé de couler. Les lois de la physique du mouvement liquide ont été suspendues. La Lena est devenue une autoroute gelée, un ruban scintillant et opaque de béton bleu-blanc forgé par l'emprise écrasante de 50 degrés en dessous de zéro. C'est le Zimnik, le cordon ombilical saisonnier, la seule route qui existe dans une terre qui rejette l'asphalte. La glace ici n'est pas la peau fragile et craquante d'un étang tempéré, c'est une plaque tectonique de sa propre création, dépassant souvent 2 mètres d'épaisseur. C'est une lentille de violence suspendue, vous regardez des camions pesant 20 tonnes, chargés de carburant, de bois et d'équipements miniers, s'engager sur la surface de la rivière comme s'il s'agissait d'une autoroute pavée. Ils se déplacent en convoi, formes sombres se détachant sur le blanc aveuglant, leurs phares perçant le lourd brouillard de glace, le tumant qui s'installe bas sur la vallée. Ce brouillard n'est pas de la vapeur d'eau. C'est une haleine cristallisée, une suspension d'aiguilles de glace qui flotte dans l'air, diffractant la lumière en halo fantomatique. Les conducteurs gardent leurs portes déverrouillées, une sombre superstition née de la nécessité. C'est la première règle de la rivière. Si la glace se brise, si la rivière décide d'avaler la machine, la pression de l'eau scellera les portes instantanément. Vous avez quelques secondes pour sauter avant que la cabine ne devienne un tombeau. Alors que vous rejoignez cette procession, la glace chante sous les pneus. Ce n'est pas un craquement, mais un bourdonnement profond et résonnant, une fréquence lugubre comme un tambour frappé dans l'océan profond, remontant à travers le châssis et vibrant dans la moelle de vos os. C'est le son de la rivière respirant sous sa cage, le gémissement de millions de tonnes de pression s'ajustant au poids de votre passage. Vous conduisez sur la peau d'un léviathan endormi, mais alors que vous voyagez le long de cette colonne vertébrale gelée, loin des colonies et dans la nature profonde, l'horizon commence à changer. Le blanc plat et monochrome du lit de la rivière est soudainement rompu. Les sentinelles apparaissent, s'élevant de la brume comme les remparts d'une citadelle oubliée, s'élevant à près de 650 pieds directement hors de l'eau gelée, les piliers de la Lena se dressent comme une forêt pétrifiée de géants. Ils sont une cathédrale qui n'est pas bâtie de main d'homme, une forteresse de calcaire cambrien qui brille de teintes d'ocre, de rouille et de pourpre meurtri sous le bas soleil d'hiver. Ce ne sont pas seulement des rochers, ce sont les côtes exposées de la planète. Ils ont 500 millions d'années. Ils ont été formés quand la Terre était un endroit complètement différent, quand la Sibérie était un continent séparé, dérivant près de l'équateur, submergé dans une mer chaude et peu profonde, grouillant de la première vie complexe. Ils sont restés ici pendant que les supercontinents entraient en collision et se déchiraient, pendant que les empires naissaient et disparaissaient, pendant que l'humanité s'extrayait de la boue et apprenait à parler. Quand vous vous tenez à la base de ces piliers, éclipsés par leur verticalité, vous ressentez une insignifiance primitive qui est à la fois terrifiante et libératrice.
vous n'êtes qu'un vacillement de bougies devant une montagne de temps. Ces rideaux de pierre sont des chroniques écrites dans le calcium et la pression. Le calcaire est un cimetière de l'explosion cambrienne. Si vous regardez de près les éboulis et les parois abruptes, en protégeant vos yeux de l'éclat de la neige, vous pouvez voir les fossiles de créatures anciennes, trilobites, archéocyatidés, éponges primitives, qui ont vécu et sont mortes avant même que le concept de dinosaure n'existe. Ils sont piégés dans la pierre, parfaits et immobiles, attendant que des yeux qui n'existeraient pas avant un demi-milliard d'années en soient les témoins. Dans le court éclat explosif de l'été sibérien, vous pouvez grimper les escaliers en bois jusqu'au sommet, votre souffle s'arrêtant non seulement à cause de l'effort, mais à cause de l'ampleur vertigineuse de la chute. Depuis le sommet, la vue est extraterrestre. Vous voyez l'immensité de la République de Sakha s'étendre jusqu'à la courbure de la Terre. Un océan infini et ondulant de taïga verte et d'eau bleue sans route, sans lignes électriques, sans géométrie d'interférence humaine. C'est la vraie Sibérie. C'est un endroit qui n'a pas besoin de nous. Il respire sans notre permission. Il était ici bien avant que le premier feu ne soit allumé. Et il sera ici bien après que nos villes auront succombé à la pourriture et au pergélisol. Les piliers de la Léna sont les gardiens du silence. Ils vous rappellent que si nous pouvons creuser des trous dans le sol et construire des villes sur pilotis, nous ne sommes que des invités dans une maison qui ne nous appartient pas, des squatteurs dans les couloirs des dieux géologiques. Alors que nous concluons cette partie aquatique du voyage, le chant de la terre change de tonalité, passant des accords majeurs de la rivière à une progression mineure et dissonante. Nous devons parler du grand dégel. Le voyage vous oblige à regarder vers le bas, au-delà de la glace, dans le sol lui-même. Le sol sous vos pieds, le pergélisol qui a servi de fondation de béton à toute cette région pendant des millénaires, nous trahit. Le congélateur planétaire se brise. Ces dernières années, de grands cratères ont commencé à apparaître dans la toundra sibérienne, s'ouvrant comme des plaies sur la peau de la Terre. Le plus célèbre, le cratère de Batagaïka, est connu par les habitants sous le nom de porte vers le monde souterrain. Ces abîmes ne sont pas causés par des météores venus des cieux, ils sont causés par la pourriture de l'intérieur. Ils sont le résultat de l'effondrement du thermokarst et d'explosions de méthane. À mesure que la glace ancienne dégèle, la matière organique qui est gelée depuis le Pléistocène, herbes, racines, carcasses d'animaux, les détritus d'un monde perdu, commence à se décomposer. Le festin microbien commence. La pourriture libère du gaz, la pression monte dans les poches souterraines et finalement, le sol explose littéralement, vomissant de la boue et de la glace vers le ciel et laissant derrière lui une cicatrice déchiquetée et pleurante qui s'agrandit à chaque pluie. Ce ne sont pas des caractéristiques statiques, ce sont des blessures qui grandissent. Vous pouvez les entendre. Si vous vous tenez au bord de Batagaïka, vous pouvez entendre le ruissellement de l'eau de fonte et le mouvement de la boue, le son de la terre qui se dévore elle-même. Les scientifiques qui descendent dans ces cratères découvrent un monde suspendu en animation. Ils tirent de la boue des géants gelés, des mammouths laineux si parfaitement préservés que la viande est encore rouge. Les poils hirsutes adhèrent encore à la peau et des renoncules partiellement digérés peuvent encore être trouvés dans leurs estomacs. C'est une résurrection des morts, une capsule temporelle forcée par le réchauffement de l'atmosphère, mais ce n'est pas seulement la mégafaune qui se réveille. Le dégel libère des choses bien plus petites et bien plus dangereuses. Le nécrobiome s'agite. Des virus et des bactéries anciens, des entités biologiques distinctes qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis 30, 40 ou 50 000 ans, sont réanimés. Nous parlons de Pitovirus sibericum et de Mollivirus sibericum, des virus géants qui sommeillaient pendant que l'humanité inventait l'agriculture, l'écriture et la guerre, et qui se réveillent maintenant affamés dans la boue. Des spores de charbon provenant de rennes morts, il y a 70 ans, s'infiltrent dans la nappe phréatique, transformant la subsistance même de la Terre en poison. La fonte du pergélisol est une catastrophe au ralenti, une alarme silencieuse résonnant à travers la steppe. Elle déplace les fondations d'Yakoutsk, la ville la plus froide de la Terre, où des immeubles d'appartements construits sur des piliers de béton commencent à pencher et à se fissurer à mesure que la terre solide se transforme en marécage. L'architecture de l'ère soviétique, construite sur l'hypothèse d'un gel éternel, échoue. Elle déforme les pipelines de Norilsk, tordant les veines d'acier qui nourrissent l'économie mondiale. C'est un rappel brutal et violent que le piège de la Sibérie est en train de changer. La Terre ne retient plus seulement ses secrets, elle les libère. Nous avons vu les villes les plus froides et les cicatrices les plus profondes.
Nous avons vu comment les humains ont essayé de conquérir la glace avec le fer et le feu, menant une guerre contre la température, mais la Sibérie est plus que l'industrie et le froid. Elle a une âme qui est plus profonde que n'importe quelle mine de diamants, une mémoire plus longue que n'importe quel pipeline. La Terre ici n'est pas une matière morte, c'est une bête endormie, et elle commence à s'agiter. Nous avons voyagé à travers les artères de fer, les voies du transsibérien et les routes de glace. Nous avons ressenti le froid brisant les os, qui transforme le souffle en cristaux. Mais maintenant, nous nous déplaçons vers l'ultime frontière de l'esprit. Nous avons vu ce qui arrive quand les humains essaient de briser la Sibérie avec des machines. Mais alors que nous nous dirigeons vers les frontières sud, vers les confins de la Mongolie et de la Chine, les machines se taisent. C'est là que les signaux GPS vacillent. C'est là que les cartes commencent à faillir, où les courbes de niveau se brouillent dans l'espace blanc. Vous quittez la Sibérie des goulags et des mines et vous entrez dans l'âme de la taïga. Jusqu'à présent, votre voyage porté sur la survie empêchez votre peau de geler au métal, empêchez votre moteur de mourir, gardez vos yeux ouverts dans le gris hypnotique du brouillard de glace. Mais dans cette dernière étape, le défi change. Il ne s'agit plus de savoir si vous pouvez survivre à l'environnement. Il s'agit de savoir si vous pouvez le comprendre. Vous vous dirigez vers les montagnes de l'Altaï, les temples bouddhistes de Buriati et un plateau si reculé qu'il rend la Lune accessible. La Sibérie n'est pas seulement un endroit où l'on envoyait des gens pour disparaître du monde. C'est un endroit où, si vous regardez d'assez près, vous pourriez réellement trouver ce qui était perdu. Mais soyez avertis, plus vous vous enfoncez dans l'esprit de cette terre, plus il est difficile de partir. Le paysage ne vous regarde plus seulement. Il vous invite à rester pour toujours, à faire partie du silence, à laisser la mousse pousser sur vos bottes et le vent éroder votre nom. Votre voyage vers le sud vous emmène dans l'Altaï, le mirage lunaire du sud. Si vous vous attendiez à plus de toundra blanche et plate, l'horizon est sur le point de vous choquer. Soudain, la terre se courbe et se soulève, s'élançant vers le haut dans un défi violent et majestueux. Des pics massifs et déchiquetés de granit et d'ardoise déchirent les nuages, leurs sommets couronnés de glaciers éternels qui alimentent les rivières turquoises en dessous. C'est l'Altaï, souvent appelée les montagnes dorées, et pour une bonne raison. Quand le soleil frappe ces pics à l'aube, ils ne font pas que briller, ils semblent faits de minerais en fusion, brûlant d'un feu divin contre le ciel bleu indigo profond. Vous vous retrouvez sur l'autoroute de la Chouïa, le Kuiski Tract. National Geographic appelle cela l'une des 10 plus belles routes de la Terre. Mais « belle » est un mot qui semble trop petit, trop domestique pour cela. Cette route est une cicatrice avec une histoire. Elle a été construite sur les os des prisonniers, une route commerciale historique qui reliait les forêts de Sibérie à la route de la soie de l'Asie. Chaque kilomètre d'asphalte couvre une histoire d'endurance et de souffrance, un témoignage des milliers de détenus du goulag qui ont tracé ce chemin à travers le granit avec des pioches et des vêtements inadéquats. Alors que vous conduisez, le vert luxuriant et sombre de la forêt de cèdres de Sibérie, la taïga qui vous a entouré pendant des milliers de milles, commence à s'effacer. L'écologie change rapidement. Les arbres deviennent plus courts, plus broussailleux, tordus par le vent, jusqu'à ce qu'ils disparaissent entièrement. L'air devient sec, rare et électrisé par l'électricité statique. En 1 heure, la forêt a disparu, remplacée par la steppe de la Chouïa. Soudain, vous n'êtes plus en Russie, vous n'êtes même plus sur Terre. Le paysage se transforme en une étendue jaune, orange et rouge profond, qui ressemble exactement à un décor lunaire ou à une vision de Mars. La vallée de Kyzylchyn s'ouvre, révélant des couches d'argile et de grès peintes en bandes de cramoisi, de rouille et de blanc, érodées par des éons de vent en formes bizarres et extraterrestres. La terre est craquelée et ancienne, desséchée par l'ombre pluviométrique des grands sommets. C'est une géographie sacrée. Le peuple de l'Altaï, les nomades indigènes de ces hauts plateaux, croient bien que ces montagnes sont le centre de l'univers, l'Axis Mundi. Ils ne voient pas de rochers et de terre. Ils voient les Altai Eisi, les esprits maîtres des sommets. Chaque ruisseau, chaque col, chaque mélèze tordue a une conscience. Vous arrêtez votre voiture près d'un champ de pétroglyphes anciens à Kalbaktash. Vous marchez sur le rocher décapé par le vent et passez votre main sur une pierre qui a été sculptée il y a 5000 ans
par un chasseur nomade à l'aide d'un outil en pierre. Vous voyez des images de cerfs avec des bois qui spiralent comme des branches d'arbres, de léopards des neiges, de chasseurs avec des arcs et d'étranges symboles célestes qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux ou à des dieux soleils. Ce ne sont pas seulement des gribouillis, ce sont des contrats avec la terre. Ce sont des prières gravées dans le granit. Les gens qui vivaient ici comprenaient un secret que nous avons oublié dans nos villes de verre et d'acier. Vous ne possédez pas l'Altaï. L'Altaï vous possède. Il y a une anomalie magnétique ici qui fait battre votre tête, un silence vibrant qui presse contre vos tympans. C'est un lieu de pouvoir qui a attiré les chamans pendant des millénaires pour converser avec le ciel. Le long de la route et au sommet des cols élevés, vous voyez des ovus, pyramides chaotiques de pierres empilées par les voyageurs, enveloppées de rubans de soie bleue, kadag, qui s'agitent frénétiquement au vent. Ce sont des autels. Vous êtes censé ajouter une pierre et en faire le tour 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour demander la permission de passer. Si vous ne le faites pas, les habitants disent que la montagne se fermera. Et en Sibérie, quand une montagne se ferme, ce n'est pas une métaphore. Des avalanches tombent, des moteurs tombent en panne, des nuages descendent pour aveugler le conducteur, transformant le monde en un néant laiteux. Les gens cessent simplement d'être retrouvés, engloutis par l'immensité. L'histoire ici n'est pas seulement gravée dans la pierre, elle est enterrée dans le pergélisol des hauts plateaux. C'est la demeure de la culture pasirique. Les nomades scythes qui parcouraient de ces steppes il y a 2500 ans. Dans le haut plateau de Loukok, les archéologues ont trouvé la demoiselle de glace, une prêtresse momifiée couverte de tatouages complexes de bêtes mythiques. Des tatouages qui semblent étonnamment modernes, préservés par le même froid glacial contre lequel vous luttez. Sa découverte a déclenché une vague de controverses. Les habitants croient que l'avoir retirée de la glace a irrité les esprits, causant des tremblements de terre et des malheurs. C'est un rappel que dans l'Altaï, le passé n'est jamais mort. Il est simplement gelé, attendant d'être dérangé. Alors que vous regardez la steppe, vous voyez la brume de chaleur impressionniste scintiller sur les roches rouges. Cela ressemble à un mirage, un rideau vacillant entre les mondes, mais c'est un avertissement. C'est une terre d'extrême dualité. En été, la chaleur peut brûler votre peau, vous cuisant dans l'air rare. En hiver, les vents sont si féroces qu'ils peuvent décaper la peinture d'un véhicule et geler un homme debout. C'est un beau piège, un endroit qui vous attire par ses couleurs, vous séduit par son échelle cosmique et vous isole ensuite par son indifférence. L'Altaï est la sentinelle finale. Elle se tient au carrefour de la Russie, de la Chine, de la Mongolie et du Kazakhstan, regardant les empires d'en bas se chamailler pour des frontières pendant qu'elle reste éternelle, gelée et sacrée. Vous avez voyagé de la fumée de soufre de Norilsk à la poussière rouge de la Lune. Vous avez vu les routes de glace respirer sous le poids des camions, les piliers de cathédrales s'élever de la mer fossilisée et les cratères fondants vomir le passé dans le présent. Vous avez entendu le silence de la taïga et le grondement des rivières gelées. Et maintenant, alors que vous vous tenez à l'ombre des montagnes dorées, écoutant le vent cingler à travers les drapeaux de prière, vous réalisez que le voyage n'a jamais consisté à conquérir la Sibérie. Il s'agissait de laisser la Sibérie vous conquérir. Vous n'êtes qu'un grain de poussière sur l'ourlet d'un vêtement porté par un géant. Et dans cette réalisation, dans cette insignifiance écrasante, il y a une paix étrange et profonde. La terre se fiche que vous viviez ou que vous mouriez, et à cause de cela, vous êtes enfin véritablement libre. Géant gelé et terre sanglante. La fumée de Norilsk s'efface dans un souvenir de soufre et de cendres, une tache grise laissée à l'horizon de l'esprit. Pour échapper à l'emprise de fer du nord industriel, le chemin revient vers l'état sauvage, loin des fonderies et des cheminées pleurantes, vers le royaume des sentinelles de pierre. Ici, le monde dépouille sa peau de métal et de fil. Le voyage descend vers les rives de la Léna, une veine d'eau si vaste qu'elle fend le continent, l'un des fleuves les plus longs et les plus puissants ayant jamais creusé une tranchée à travers la terre. Au plus profond de l'hiver, la Léna n'est plus un fleuve, elle devient l'autoroute gelée. L'eau,
étouffée par des températures qui brisent les thermomètres, se transforme en une dalle de béton bleu-blanc. Des camions pesant 20 tonnes, chargés de bois et de fournitures, conduisent sur la glace comme s'il s'agissait d'asphalte. Leurs pneus fredonnant un bourdonnement bas et dangereux sur le courant dormant en dessous. Mais alors que les roues roulent vers le sud, le long de l'épine dorsale du fleuve, les sentinelles commencent à s'élever. Elles émergent de la brume comme les dents déchiquetées d'un dieu endormi. Ce sont les piliers de la Léna, s'élevant à près de 650 pieds, directement hors de la nappe blanche gelée. Ces formations rocheuses se dressent comme une forêt pétrifiée de géants. Elles ne sont pas seulement de la pierre, elles sont le temps rendu visible. 500 millions d'années d'histoire sont empilées en couches de calcaire cambrien. Elles ont été formées quand la Terre était un endroit complètement différent, quand cette terre gelée était une mer chaude et peu profonde, grouillant des premières explosions de vie. Elles se sont tenues ici pendant que des empires s'élevaient, brûlaient et disparaissaient en poussière. Elles se tenaient ici avant que le premier poumon ne respire. Se tenant à la base de ces piliers, une insignifiance primitive s'empare de l'observateur. L'échelle humaine est effacée. Ce ne sont pas seulement des rochers, ce sont des chroniques écrites dans la langue de la pression et de l'érosion. Ils contiennent les fossiles de créatures anciennes, trilobites, archéocyathidés, des êtres qui nageaient et chassaient dans un silence qui précède les dinosaures. Ils sont les témoins muets des époques. Dans le bref éclat aveuglant de l'été, des escaliers en bois permettent une ascension vers la couronne des falaises. Du sommet, la vue est extraterrestre, un panorama qui appartient à une autre planète. L'immensité de la République de Sakha s'étend jusqu'à l'horizon tremblant, une étendue infinie de vert et de bleu, de taïga et d'eau. Il n'y a pas de route ici, il n'y a pas de lignes électriques coupant le ciel. Il n'y a aucun signe d'interférence humaine, seulement le vent bougeant à travers les mélèzes. C'est la vraie Sibérie. C'est un endroit qui n'a pas besoin de l'humanité. Il était ici bien avant que le premier pas ne tombe, et il restera ici bien après que les villes d'acier et de verre auront succombé au pergélisol mouvant. Les piliers de la Léna sont les gardiens du silence. Ils servent de rappel brutal que si les machines peuvent creuser des trous dans le sol et les ingénieurs construire des villes sur pilotis pour tromper le froid, la race humaine n'est qu'un invité dans une maison qui ne lui appartient pas. Mais le silence est trompeur. Alors que le voyage se déplace à travers la chronologie des roches, un récit nouveau et plus sombre commence à transparaître à travers la glace. Nous devons parler du grand dégel. Le pergélisol, la colle gelée qui maintient le Nord ensemble, est en train de fondre. Ce n'est plus une fondation permanente. C'est un souvenir qui recule. Ces dernières années, de grands cratères ont commencé à déchirer la peau de la toundra sibérienne. Ces gueules béantes, comme le cratère de Batagaïka, ne sont pas causées par des météores tombant des étoiles. Elles sont causées par la Terre explosant de l'intérieur. Le méthane, piégé pendant des éons, se dilate. À mesure que la glace ancienne dégèle, la matière organique qui est gelée depuis des millénaires, racines, os, feuilles, chair, commence à pourrir. La décomposition libère du gaz qui accumule de la pression sous le sol, jusqu'à ce que la terre détonne littéralement, laissant derrière elle des cicatrices sombres et déchiquetées que les habitants appellent les portes du monde souterrain. La science se retrouve à marcher dans un cimetière qui se réveille. Dans la boue pleurante, des hommes trouvent des géants gelés. Des mammouths laineux, émergeant de l'affaissement, sont si parfaitement préservés que le dernier repas d'herbe des steppes se trouve encore dans leurs estomacs et du sang liquide s'attarde encore dans leurs veines, sombre et épais. C'est comme si une capsule temporelle était forcée de s'ouvrir par la chaleur. Mais le dégel libère plus que les morts majestueux. Il libère les monstres invisibles du passé. Des virus et des bactéries anciens, dont certains n'ont pas vu la lumière du jour depuis 50 000 ans, sont réanimés. Pitovirus, mollivirus, des virus géants de l'âge de pierre se réveillent dans les boîtes de pétri du monde en fusion. La fonte du pergélisol est une catastrophe au ralenti, un tremblement de terre silencieux qui ne s'arrête jamais. Elle déplace les fondations en béton d'Yakoutsk, tordant les blocs d'appartements jusqu'à ce qu'ils craquent. Elle brise les pipelines de Norilsk, déversant du pétrole dans les rivières. C'est un rappel que le piège de la Sibérie est en train de changer. Nous avons voyagé à travers les artères de fer et ressenti le froid brisant les os. Mais maintenant, le chemin mène vers l'ultime frontière de l'esprit. Le voyage laisse derrière lui les cicatrices de l'extraction.
Nous avons vu ce qui arrive quand les humains essaient de briser la Sibérie avec des machines et du feu. Mais alors que le mouvement pousse vers les frontières sud, vers le cœur le plus profond de la nature sauvage, les machines se taisent. C'est là que les cartes papier commencent à faillir. C'est là que le monde physique commence à se brouiller en quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus primitif. C'est l'entrée dans l'âme de la taïga. Jusqu'à présent, le voyage a été défini par la survie, empêcher la peau de geler au métal, empêcher le moteur de mourir dans l'air à moins 50 degrés, garder les yeux ouverts dans le brouillard de glace aveuglant. Mais dans cette dernière étape, le défi change. Il ne s'agit plus de savoir si le corps peut survivre à l'environnement, il s'agit de savoir si l'esprit peut le comprendre. La trajectoire vise les montagnes de l'Altaï, les temples bouddhistes de Buryatie, et un plateau si reculé qu'il rend la Lune accessible. La Sibérie n'est pas seulement un endroit où les gens étaient envoyés pour disparaître dans les goulags, c'est un endroit où, si les yeux regardent d'assez près, des choses perdues pourraient être trouvées. Mais un avertissement plane dans l'air rare. Plus le voyageur s'enfonce dans l'esprit de cette terre, plus il est difficile de partir. Le paysage cesse d'être une toile de fond passive. Il ne regarde plus seulement, il invite le voyageur à rester pour toujours, à faire partie du silence. Le voyage vers le sud arrive à l'Altaï, le mirage lunaire du sud. Si l'on s'attendait à plus de toundra blanche et plate, l'horizon offre un choc violent. Soudain, la terre se courbe et se soulève. Des pics massifs et déchiquetés de granit et d'ardoise déchirent les nuages, perçant les cieux. C'est l'Altaï, souvent appelée les montagnes dorées, et le nom est mérité dans la lumière. Quand le soleil frappe ces pics à l'aube, ils ne font pas que briller. Ils semblent faits de minerais en fusion, brûlant d'un feu intérieur. Le véhicule se retrouve sur l'autoroute de la Chouïa. Les voyageurs et les géographes appellent cela l'une des 10 plus belles routes de la Terre. Mais le mot « belle » semble trop petit, trop domestique pour cette échelle. Alors que les roues tournent, le vert luxuriant et sombre de la forêt de cèdre de Sibérie commence à s'effacer comme une peau morte. L'air devient sec, rare et électrisé par l'ozone. En 1 heure, la forêt a disparu, remplacée par la steppe de la Chouïa. Soudain, la réalité de la Russie disparaît. La réalité de la Terre elle-même semble vaciller. Le paysage se transforme en une étendue jaune, orange et rouge profond qui ressemble exactement à un décor lunaire ou à une vision de Mars avant que l'atmosphère ne meure. La Terre est craquelée, desséchée et ancienne. C'est une géographie sacrée. Le peuple de l'Altaï, les nomades indigènes de ces hauts plateaux, croient que ces montagnes sont le centre de l'univers, le nombril du monde. Ils ne voient pas de rochers et de terre. Ils voient les Altaï et Ezi, les esprits maîtres des sommets. Le moteur s'arrête près d'un champ de pétroglyphes anciens. Une main s'étend pour toucher une pierre qui a été sculptée il y a 5000 ans par un chasseur nomade. Les doigts tracent des images de cerfs avec des bois qui spiralent comme des branches d'arbres, de chasseurs avec des arcs à double courbure et d'étranges symboles célestes qui suggèrent un contact avec le divin. Ce ne sont pas seulement des gribouillis laissés par des mains oisives, ce sont des contrats avec la terre. Les gens qui vivaient ici comprenaient un secret que le monde moderne a oublié. L'humanité ne possède pas l'Altaï. L'Altaï possède l'humanité. Il y a une anomalie magnétique ici qui fait battre la tête, une pression derrière les yeux. C'est un lieu de pouvoir qui a attiré les chamans et les mystiques pendant des millénaires. Dispersés à travers la steppe se trouvent les ovus, pyramides de pierres empilées par les voyageurs. La tradition exige qu'une pierre soit ajoutée et que le voyageur fasse 3 fois le tour du tas pour demander la permission de passer. Des rubans de tissu bleu kata flottent au vent, portant des prières vers le ciel. Si le rituel est ignoré, les habitants disent que la montagne se fermera. En Sibérie, quand une montagne se ferme, le chemin disparaît et les gens cessent simplement d'être retrouvés. En regardant la steppe, la brume de chaleur impressionniste scintille sur les roches rouges. Cela ressemble à un mirage, un tour de lumière, mais c'est un avertissement. C'est une terre d'extrême dualité. En été, la chaleur peut brûler la peau, cuisant l'humidité du corps. En hiver, les vents, connus sous le nom de sarma, sont si féroces qu'ils peuvent décaper la peinture d'un véhicule et geler la moelle. C'est un beau piège, un endroit qui attire l'esprit avec ses couleurs et l'isole ensuite avec son échelle. Ici, les rivières comme la Katoun ne coulent pas avec de l'eau claire, mais avec une substance turquoise laiteuse, broyant la roche de montagne en farine alors qu'elle se précipite vers l'Arctique. Le rugissement de l'eau est le seul son qui rivalise avec le vent. Le silence ici est lourd, rempli du poids des tumulus Kurgan où dorment les guerriers scythes, préservés dans la glace, ornés de tatouages d'or, attendant un appel qui ne viendra jamais. L'Altaï est le seuil, c'est là
que la carte se termine et que le mythe commence. C'est l'endroit où les frontières de la Russie, de la Mongolie, de la Chine et du Kazakhstan se percutent. Mais à l'ombre des pics, les frontières sont des lignes insignifiantes, tracées par des hommes qui n'ont jamais ressenti le froid. Ici, la seule loi est la loi du ciel et de la pierre. Le voyageur se tient petit sur fond d'éternité, respirant la poussière de la terre rouge, comprenant enfin que voyager à travers la Sibérie n'est pas conquérir la distance. C'est se rendre au temps. La fumée des villes est oubliée. Il n'y a que le vent, la roche et le tour lent et grinçant de la planète sous les pieds.